Ouais, mais si vous voulez, pour mettre en place un État totalitaire, ça se fait pas comme ça. Surtout dans un pays de Gaulois. Donc le seul moyen de mettre en place un État totalitaire, c'est d'utiliser la stratégie qu'ils utilisent depuis toujours, action, réaction, solution. C'est que s'ils arrivaient en disant, voilà, on va mettre en place un État totalitaire, tout le monde dirait, bah non, pas possible. Donc ils créent une action, donc là en l'occurrence ça va être la ruine de la majorité, et la majorité donc, qui se retrouve complètement ruinée à ce moment-là va demander une solution, et la solution ça sera le retour à l'ordre. Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la vision que j'ai pour la France à 7 ans, et à la fois au niveau collectif, donc pour le pays et le peuple, on va dire français. Et ensuite, on parlera de la vision au niveau individuel, donc pour chaque personne qui regarde cette vidéo. J'ai démarré la vidéo par un extrait de mon séminaire Investisseur Pro que j'ai animé le 14 décembre 2019 à Lyon, et où j'ai partagé avec mes clients mes prédictions pour la période 2020-2040. Donc il y a déjà pas mal de prédictions qui se sont avérées assez justes dans leur ensemble, avec des inexactitudes évidemment. Mais à l'époque, je m'en souviens, il y a un certain nombre de prédictions où je sentais bien que les participants m'écoutaient poliment, mais se disaient mais qu'est-ce qu'il nous raconte, il est fou. Sauf que voilà, au moment où maintenant je fais cette vidéo, on a la crise du coronavirus. Et donc tout d'un coup, par exemple, les prédictions de pandémie ou de crash de la France, des bourses, etc., ne paraissent plus si folles que ça. Et notamment toutes les mesures totalitaires que j'annonçais, il y en a un certain nombre qui sont déjà en place aujourd'hui. Voilà. Alors, pourquoi une vision à 7 ans? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, il y a 7 ans, j'étais exactement sur cette plage, là où je suis en ce moment. Donc, qui est en bas de chez moi, en fait. C'est une plage, voilà, je suis sur l'île de Boracay. Et c'est une petite plage déserte, en fait, parce qu'elle est difficilement accessible. En fait, il y a un chemin qui descend de chez moi notamment, mais sinon la plupart des gens doivent venir en bateau, et il n'y a que les locaux en fait qui connaissent ce chemin-là. Et du coup, c'est une plage qui n'est pas très fréquentée. Et donc, il y a 7 ans, je faisais une vidéo qui s'intitule toujours d'ailleurs, la décision que j'ai prise en 2005 et qui m'a permis de multiplier mes revenus par 5 à l'époque. Voilà. Donc cette vidéo, vous pouvez la voir normalement sur mon site vidéo.investisseurpro.com. Je ne la mets pas toujours en ligne, je la mets en ligne que quand je fais des lancements de ma formation. Donc si elle n'est pas en ligne, si elle est encore en ligne, profitez-en, c'est une vidéo intéressante. Et si elle ne l'est plus, attendez la prochaine fois. Toujours est-il que voilà, cette vidéo, il y a 7 ans, je l'ai diffusée donc, auprès de ma mailing list. Et globalement, c'était aussi pour faire la promotion de ma formation Investisseur Pro, déjà à l'époque. Et je l'ai mise en ligne chaque année parce que voilà, c'est une décision que tout le monde peut prendre dès maintenant, mais que très peu de gens prennent en réalité, alors que c'est une décision tout à fait facile à prendre. Voilà. Et à l'époque, je dirais les taux de transformation, par exemple pour ma formation, je ne les connais pas exactement, mais ils sont très faibles en fait en réalité. Hein. C'est que quelques pourcents, un peu comme le virus. Et les 95% restants en fait n'ont probablement pas pris de décision en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens ils regardent des vidéos et puis ils se disent bon, soit c'est intéressant, soit ils sont d'accord ou pas d'accord.
et puis après ils passent à leur vie quotidienne et rien ne change. Et la question que j'ai envie de poser aux gens qui me regardaient déjà à l'époque, c'est finalement ces décisions qui ont été prises ou pas prises, quels résultats ont-elles donné? Et est-ce que vous êtes satisfait des résultats ou pas? Voilà. Donc parmi la petite minorité qui a suivi mes formations et mes conseils, moi, je pense qu'aujourd'hui ils en sont assez contents. Je vous invite à regarder tous les témoignages vidéo que j'ai de mes clients. Et ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est que les décisions qu'on prenait au départ n'ont pas de... En réalité, n'ont pas de... C'est comme un club de golf, quand vous tapez une balle de golf, vraiment au départ de l'action, l'écart il est minime, il est de quelques millimètres. Mais plus le temps passe et plus effectivement l'écart s'agrandit. Et c'est ce qui explique, je dirais, l'écart de résultats entre les gens... Si vous vous souvenez des gens avec qui vous faisiez des études, eh bien chacun a des résultats très différents et c'est simplement le résultat des décisions qui ont été prises à l'époque. Voilà. Et donc ce qui est important aujourd'hui, c'est les décisions que vous prenez, que moi aussi je prends, que nous prenons tous aujourd'hui. Et la réalité, c'est que la plupart des gens, en réalité, ne prennent pas de décision parce qu'ils vivent par défaut en quelque sorte et sur leur lancée. Donc là, avec le virus, c'est l'occasion vraiment de s'arrêter et de réfléchir 5 minutes. Donc je vous invite à réfléchir avec moi pendant cette vidéo. Et voilà, de prendre peut-être une décision qui peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Et dans 7 ans, on pourra refaire le bilan et dire finalement, est-ce que les décisions prises ont été bonnes ou mauvaises? Alors, la vision de la France dans 7 ans, c'est une vision complètement dingue. C'est-à-dire que je prévois vraiment l'effondrement du système français actuel. Et donc, il faut imaginer un pays qui aura connu donc, une faillite de son système financier, donc faillite des banques. Avec la loi sur le bail-in, ça veut dire que les gens qui ont de l'argent en banque, ils vont tout perdre. Puisque la garantie des dépôts de 100 000 euros, il n'y a aucun capital derrière pour garantir en réalité les dépôts. C'est juste l'État français qui dit « je vous donne une garantie ». Mais on voit bien que l'État français est surendetté et donc il ne pourra garantir que s'il peut lui-même emprunter sur les marchés. Et comme je prévois également la faillite de l'État français, il n'y aura aucune garantie des dépôts en réalité, il y aura tout simplement une confiscation, comme la loi le prévoit, sans aucun recours légal. Je prévois également une faillite, à minima un blocage des assurances vie, et plus probablement en réalité une faillite. Et donc là aussi, les Français vont se faire avoir et perdre ce qu'ils ont sur leurs assurances vie. Et puis également la faillite du système de retraite avec des vagues successives de baisse de valeur du point. C'est pour ça que la réforme des retraites en ce moment est si importante, c'est que si le gouvernement arrive à faire passer la notion de point, eh bien, il sera très facile par la suite de prétexter une crise, d'un virus ou d'autre chose, pour baisser la valeur du point. Et puis le dernier point que quasiment 99% de la population sous-estime complètement, c'est la destruction de valeur de la monnaie, de l'euro, et donc la chute de l'euro, qui fait que les euros ne vaudront plus rien, et personnellement je prévois même la fin de l'euro et le remplacement par une crypto-monnaie. Voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis pessimiste. Moi je ne suis en réalité ni pessimiste ni optimiste, c'est simplement que je regarde la réalité en face, je regarde les faits surtout, pas les discours. Et j'utilise l'intuition et l'analyse pour anticiper l'avenir. Ce qui est intéressant dans la crise actuelle, c'est de voir justement les réactions. On voit qu'on a un gouvernement qui est
totalement incapables en réalité de gérer la crise. Alors soit par incapacité, moi je pense que c'est plus par volonté. Il y a des hasards qui ne trompent pas. On voit bien que le gouvernement est capable de gérer une crise sanitaire avec un virus qui pour l'instant a fait quelques milliers de morts, mais pas plus qu'une grippe classique, hein. Ou que les pneumonies, je crois qu'il y a environ 12 000 morts par an de pneumonie, hein. On voit que les hôpitaux publics sont incapables effectivement de gérer une crise sanitaire par manque de moyens, hein, par manque d'effectifs. Ça a été le résultat des différentes politiques des gouvernements, dont celui de Macron, hein, de diminuer les moyens des hôpitaux publics, donc diminuer le nombre de lits, diminuer le nombre d'équipements, diminuer le nombre de personnel, etc. Et pour l'anecdote, je vous rappelle qu'on nous vend le fait que on paye la France est le pays qui fait payer le plus d'impôts, ça sert normalement à payer les hôpitaux, entre autres. Et qu'on aurait un des meilleurs systèmes de santé du monde. Ben là, les faits prouvent que la France n'a plus du tout le meilleur système de santé du monde, et il a même un des plus mauvais systèmes de santé. En tout cas du monde développé, on ne va pas comparer avec des pays sous-développés. Et qu'ils sont incapables de traiter une épidémie qui n'en est pas encore une, puisque le nombre de cas est certes relativement important et en augmentation, le nombre de morts aussi, mais quand on compare à d'autres épidémies comme la grippe, on est très loin du compte. Donc ça, c'est ce qui est justifié pour enfermer tous les gens chez eux, qui n'ont plus le droit d'aller au bord de mer comme je suis en train de le faire, ni à la montagne. Et c'est vraiment, on assiste à une inversion de tout, c'est à ça qu'on reconnaît le diable. C'est l'inversion des valeurs, et par exemple le PGHM, hein, peloton de gendarmerie de haute montagne, dont la mission est de sauver les gens, en fait, aujourd'hui est utilisé pour verbaliser les gens, voilà, et les confiner chez eux. Donc on voit qu'il y a une légère inversion dans le rôle, et la raison étant qu'il ne faut pas surcharger les hôpitaux. J'ai lu par ailleurs qu'un certain nombre de cliniques privées ou d'hôpitaux privés étaient plutôt en sous-activité, qu'ils étaient prêts à accueillir des gens pour les dépister et même les soigner, mais que pour des raisons politiques, l'État ne les envoie pas là-bas. On voit que l'État freine pour faire appliquer, pour donner des médicaments aux gens, donc notamment la chloroquine et l'azithromycine, ils vont tout à fait à l'encontre des préconisations du docteur Raoult, qui sont de donner ces médicaments dès que la personne est dépistée et avant qu'elle ait des symptômes trop graves. Le gouvernement préconise en fait que les gens, qu'on donne la chloroquine quand les gens vont mourir, en gros, juste avant qu'ils meurent. Comme ça permettra de donner des statistiques et dire que la chloroquine, vous voyez, ça marche pas ou même ça tue. Voilà, donc on voit qu'on est dans un gouvernement corrompu, et comme par hasard, la société qui fabrique la chloroquine, la seule entreprise qui a le droit de fabriquer de la chloroquine en France, elle est en faillite. Et alors j'ai pas vérifié l'info, mais on m'a dit, des lecteurs m'ont dit qu'elle est en faillite parce que les donneurs d'ordre, donc les grosses entreprises pharmaceutiques, refusaient de commander de la chloroquine à cette entreprise. Alors que cette entreprise, elle aurait aujourd'hui fonctionné du feu de Dieu et produire à 100% de ses capacités, mais non, il y a pas, les grandes entreprises pharma ne veulent pas acheter. Alors on se demande pourquoi, hein. Voilà. Donc on est dans un pays qui est en train de s'effondrer, et la seule réponse du gouvernement à une crise sanitaire,
c'est de priver les gens de liberté individuelle, c'est de les cloîtrer chez eux, de les confiner chez eux, c'est de les verbaliser. Hein. Donc il y en a qui m'ont dit tu profites du virus pour gagner de l'argent. Non, je ne vends rien concernant le virus. Je rappelle, je vends des formations et des conseils financiers qui n'ont rien à voir avec le virus. Simplement, le virus impacte le monde financier et économique. Par contre, l'État, lui, il a verbalisé, je ne sais plus, peut-être 100 000 personnes ou un truc comme ça, je ne m'en souviens plus des chiffres. Et je ne connais plus le montant de l'amende, mais si c'est 150 €, bah voilà, ça fait pas mal de pognon dans les caisses de l'État. Donc voilà, donc on est dans un État qui est corrompu, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je l'ai démontré en 2013 dans un bonus que j'appelle géopolitique, où je démontre le fonctionnement des élites. Toujours problème, réaction, solution. Donc on est en plein dedans en ce moment. Et donc, à titre individuel, alors je sais que c'est fou d'imaginer un pays qui s'effondre. C'est complètement fou parce que l'humain a tendance à avoir une vision linéaire des choses et à se dire demain sera à peu près équivalent à hier. Et c'est là où la dinde de Nassim Taleb, je crois son nom, le graphique est très, très intéressant puisque la dinde, elle se fait nourrir jusqu'à Thanksgiving, donc il montre une pente légèrement haussière où la dinde est très contente. Et donc où elle se dit tout va bien, pourquoi paniquer alors que mes maîtres me nourrissent tous les jours et prennent soin de moi, et donc je ne vois pas pourquoi je devrais les soupçonner de mauvaises intentions. Et puis évidemment, le jour de Thanksgiving, il y a tout qui s'effondre. Et la dinde se fait bouffer par ses maîtres. Donc pour ça, c'est intéressant de regarder les autres pays, les pays qui se sont effondrés. Ça rappelle l'effondrement de l'URSS, qui s'est effondrée toute seule en réalité, hein. Un peu aidée par les Américains, mais c'est bien le communisme qui s'est avant tout effondré. Et l'Union européenne, c'est un peu, c'est construite sur le modèle de l'URSS. En réalité, si vous regardez bien, c'est un modèle antidémocratique. Le président n'est pas élu, le président de la BCE n'est pas élu non plus. Donc il n'y a pas de démocratie, il y a des commissaires qui rappellent étrangement les commissaires politiques de l'URSS. Avec le Brexit, le budget de l'Union européenne va subir des pertes, puisque l'Angleterre ne va plus contribuer au Brexit, et donc je ne sais plus, le manque à gagner va être de 10 ou 20 milliards. Et évidemment, l'Union européenne, plutôt que de baisser le nombre de ses effectifs et baisser ses coûts de fonctionnement, en proportion donc, de la sortie de l'Angleterre, veut en réalité augmenter les impôts de tous les Européens pour continuer à vivre sur la bête. Et le problème qu'a décrit Margaret Thatcher, c'est que le problème du socialisme, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a plus l'argent des autres n'est plus disponible, si vous voulez, il n'y en a plus. Donc on est en plein dedans. Donc, je sais que c'est très difficile d'imaginer un système, par exemple, ou une suite d'événements, dont le virus, à mon avis, est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un point de bascule, parce que c'est le premier. On a eu le terrorisme, mais les gens n'ont pas trop acheté la guerre contre le terrorisme. Là, par contre, le vaccin, le virus, 95% des Français ont acheté l'histoire. Et donc, on est sur un point de bascule parce que les mesures qui ont été prises, liberticides et complètement folles et idiotes, montrent qu'on est vraiment à la fin du jeu. Et moi, j'ai toujours dit que la vraie fin du jeu, c'est quand les banques feront faillite. Donc, le jour où les banques font faillite, c'est là où tout va se passer d'un seul coup, encore plus vite qu'avec le virus, puisque ça sera vraiment du jour au lendemain. Où effectivement les Français s'apercevront qu'ils n'ont plus d'argent, que les assurances-vie aussi, que l'État va faire faillite, donc plus de retraite, plus de minima sociaux,
et plus de sécu. Donc je vous laisse imaginer l'état du pays à ce moment-là. Et donc ça sera l'occasion rêvée pour que les gens à ce moment-là réclament une solution, puisque les gens seront complètement dans la mouise, et réclameront un nouveau gouvernement, évidemment, qui prenne des mesures pour les sauver, tout simplement. Voilà. Et donc on aura le droit à un gouvernement totalitaire, mais cette fois-ci totalement totalitaire. Là en ce moment, a priori, c'est vendu comme quoi ce serait temporaire. Hein. Mais encore une fois, je le répète, les virus, ça se réactive chaque année. Donc chaque année, on aura le droit à la crise du coronavirus. Donc les mesures temporaires ne seront pas si temporaires que ça. Et qu'auront les gens en échange? Eh bien, ils auront, c'est en train de sortir déjà, un revenu universel. C'est-à-dire que c'est l'État qui leur donnera directement de l'argent pour pouvoir payer leurs factures. Ce sera associé donc avec une crypto-monnaie, une monnaie totalement électronique, donc le cash sera totalement interdit. Et donc l'État sera à même de tout contrôler. Et les contrevenants seront surveillés avec une puce à l'intérieur qui sera injectée en même temps que le vaccin. Je vous invite à aller voir le site ID 2020. Dont l'objectif est d'associer les vaccins et la puce et de créer une identité numérique dans une puce, qui soit une identité qui soit universelle. Et il y aura également des drones, il y en a déjà aujourd'hui. Dans une vidéo précédente, je disais bientôt on aura des drones. Et paf, ça n'a pas manqué à Nice et dans d'autres grandes villes de France, notamment à Paris. Ils ont commencé à utiliser les drones pour surveiller les gens. Et voilà, donc à l'avenir, ça sera des drones plus évolués qui seront capables, à mon avis, d'injecter des choses dans les gens, de contrôler l'identité grâce à la puce. Et voilà, donc je vous invite vraiment à regarder une série américaine qui s'appelle Colony. C-O-L-O-N-Y. Moi je l'ai vu il y a quelques années, ça m'avait vraiment marqué parce que l'utilisation des drones était... j'avais pressenti que c'est ce qui allait nous arriver aussi. Voilà, donc il y aura un revenu universel qui permettra en fait aux gens de survivre, de manger de nouveau et de revivre presque normalement, sauf que ce sera sous un état totalitaire permanent cette fois-ci et pas temporaire. Voilà, donc c'est ma vision. Beaucoup de gens pensent que je suis très, très pessimiste et n'y croient pas et n'arrivent pas à envisager que ça soit possible. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Il est possible. L'oligarchie mondiale a réussi à confiner pour l'instant un tiers de l'humanité chez elle. Voilà. Sans un coup de fusil, sans rien. Sans police, juste pour verbaliser ceux qui osent sortir de chez eux. Donc on y va. Et ce qui manque encore aujourd'hui, c'est la technologie, la mise en place de la technologie, donc d'une monnaie totalement électronique. Ça, à mon avis, c'est pour très bientôt. Encore une fois, c'est pour ça qu'ils disent que les billets transmettent les virus. Il manque la technologie encore des drones militaires pour pouvoir vraiment surveiller la population partout. Et voilà, mais il manque pas grand-chose. Et donc là, on est dans le point de bascule, mais le coup près final, ça sera vraiment la faillite des banques. Donc là aussi, les gens ont du mal à croire qu'une banque puisse faire faillite et ils se disent l'État la sauvera, voilà. Sauf que les banques sont déjà en faillite depuis 2008-2009 et c'est ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo faut-il sortir l'argent de sa banque? C'est qu'aujourd'hui, les banques françaises notamment sont en faillite et ne survivent que grâce à la Federal Reserve américaine qui prête jusqu'à 1 trilliard de dollars par jour aux banques. Donc la survie des banques aujourd'hui dépend en fait du président de la Fed qui peut décider du jour au lendemain que finalement il va arrêter de sauver les banques européennes et il va sauver que les banques américaines. Donc pour l'instant on n'y est pas encore à la faillite bancaire,
mais ça peut arriver à tout moment. Il suffit d'une décision d'un Américain, et les banques françaises n'ont absolument pas la main pour se sauver elles-mêmes aujourd'hui. Ça, c'est la première chose difficile à croire. La deuxième chose très difficile à croire, c'est la faillite d'un État, de l'État français. L'État français peut-il faire faillite? Je vous rappelle qu'il est déjà en faillite, l'État français, et qu'il ne doit sa survie que parce qu'il peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Et pour l'instant, ça se passe bien, puisque l'État français emprunte même à des taux négatifs. Mais déjà, on va voir qu'avec la crise du virus, le budget de l'État va être complètement déficitaire, puisque moins d'entrées fiscales et plus de dettes. Donc le budget va exploser. Et donc à un moment donné, les taux d'intérêt vont également vont monter. Donc pour l'instant, là aussi, c'est tant que la BCE dit nous, on va sauver l'euro à tout prix, il n'y a pas de problème. Sauf que la BCE peut également faire faillite, puisque la BCE, normalement, n'a pas le droit d'imprimer de la monnaie, comme ça. Et si elle veut en imprimer, il faut quelque part un accord de tous les membres de la zone euro. Donc avec le virus, les Allemands sont en train de se coucher, ils sont en train d'accepter le fait que la BCE imprime de la monnaie, d'accepter éventuellement de mutualiser les dettes. Mais à un moment donné, ça n'empêche pas que le montant des dettes monte et que qu'à un moment donné, la BCE puisse également dire finalement non, on arrête de financer la France ou un autre pays qui ne mettrait pas en œuvre les préconisations des commissaires européens. Donc la vie aujourd'hui des banques et de l'État français ne tient qu'à un fil et de quelques personnes en fait qui peuvent décider du jour au lendemain de couper le fil et d'arrêter de nourrir, simplement d'arrêter de nourrir le système. Ils n'ont rien d'autre à faire. Et là, tous les dominos tombent et tous se pètent la figure. Donc ça fait partie des prédictions qui, je l'espère, ne se réaliseront pas. Donc j'espère me tromper. J'espère vraiment que la vie va continuer à peu près normalement. Mais je pense que quelqu'un qui est sage devrait envisager la possibilité que ça puisse se passer et donc se préparer et avoir des solutions par rapport à ça. Alors, il y en a, ils me disent, ouais, t'es égoïste. Bon, non, t'es individualiste. Voilà. Individualiste parce que au fond, je sauve ma peau et puis j'essaye de sauver un peu les clients qui me payent. Mais le problème, on voit bien avec le virus, c'est que la majorité se fait berner, se fait manipuler, et donc vous pouvez rien faire. En réalité, aujourd'hui, si j'étais en France et que je voulais aller à la plage comme aujourd'hui, il y a des gens qui me dénonceraient et je me ferais verbaliser. Et voilà, donc on peut pas. On a un impact quasiment nul sur la collectivité, sur la majorité. Donc moi, je fais quelques vidéos sur YouTube. Je donne des conseils à mes clients, j'essaye de les former. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. C'est pas moi, je peux pas changer la société. C'est la majorité qui est importante et c'est pour ça que l'oligarchie détient les médias, même s'ils ne rapportent pas d'argent. C'est justement pour manipuler la majorité et faire avancer leur agenda. Donc si on ne peut pas faire grand-chose au niveau collectif, par contre, là où moi je reste optimiste, c'est au niveau individuel. Puisque au niveau individuel, chacun peut prendre des décisions pour lui-même qui vont avoir par contre un impact énorme sur sa propre vie. Donc si vous prenez une décision pour vous, l'impact sur votre vie est de 100%, on va dire. Alors que moi, quand je fais des vidéos sur YouTube qui font 10 000 vues, j'impacte 0,0001% de la population. Donc j'impacte, pour ainsi dire, quasiment personne. Donc ce qui est important, c'est au niveau individuel, quelle décision vous prenez aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a 7 ans, par exemple, vous avez pris des décisions
la majorité des gens n'ont pas pris de décision, mais en soi, c'est prendre une décision de ne pas prendre de décision. Et donc, votre vie actuelle reflète en fait toutes les décisions que vous avez prises ces dernières années. Donc, comme moi, ma vie actuelle reflète les décisions que j'ai prises toutes ces dernières années. Et donc, c'est pour ça que les décisions qu'on prend aujourd'hui sont si importantes, c'est parce que notre futur, en fait, dépend complètement des décisions qu'on prend maintenant, à l'instant T. Et il faut avoir l'honnêteté de faire un bilan et de se dire, finalement, est-ce que les décisions que j'ai prises ces 7 dernières années, elles ont donné les résultats que je souhaite ou pas? Donc après, il y a plein de décisions au niveau personnel. Au niveau financier, ce qui est bien, c'est que c'est facile à évaluer. On ne peut pas dire oh bah, je suis content ou pas content. Au niveau financier, on regarde combien on a gagné, est-ce qu'on s'est enrichi ou est-ce qu'on s'est appauvri globalement. On peut avoir des chiffres et là, il y a pas de, on peut pas bullshiter parce que il y a un biais de l'individu, c'est de rationaliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris une décision, il trouve des bonnes raisons pour rationaliser sa décision. Donc de dire oui, bah finalement c'était une bonne décision, et puis il regarde il se crée une réalité où finalement c'est la décision qu'il a prise, finalement il trouve des éléments pas si mauvais. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on décide. Bon, je ne vais pas répondre pour vous, moi je réponds pour moi. Quand les clients me demandent, je leur réponds aussi. Mais on est à un point très important parce que autant il y a 7 ans, finalement, les décisions qu'on a prises, l'impact est globalement plus ou moins important parce que aujourd'hui la vie continue à peu près normalement. Alors, pas en France, c'est vrai. Mais voilà, on est toujours... on a encore de l'argent dans la banque. Il y a beaucoup de gens ont encore un emploi, reçoivent encore des salaires, des revenus, etc. Mais dans 7 ans, ça ne sera plus le cas. Voilà, ça sera plus le cas. Moi, c'est ce que je prévois, c'est-à-dire que l'argent des banques aura disparu, des assurances vie aussi. On aura eu un crash immobilier. Il n'y aura plus de retraite et l'État sera en faillite, donc incapable de payer la moitié des Français, vous imaginez bien. Puisque je crois qu'on est à 50% du PIB, c'est l'État. Hein, dans ma slide, où je disais que 65% des Français allaient être ruinés, ça paraît complètement dingo. Hein, je suis d'accord avec vous. Sauf que si l'État français fait faillite et que les... Alors je vais vous montrer un peu ce qui se passe parce que je trouve ça très sympathique. Aux Philippines, ils sont habitués à vivre dans la dèche. Vous voyez, en fait, là ils vont pêcher, les deux, là, où ils reviennent de pêcher, je sais pas. Avec donc une petite barque, voilà, et puis deux rames. Donc c'est pour ça que les Philippines c'est pas mal pour la survie, c'est qu'ils sont tout le temps en mode survie. Donc voilà, donc c'était une petite digression, excusez-moi. Hop. Voilà, donc ma prédiction qui paraît complètement folle, 65% des Français ruinés. Si les banques font faillite et l'État fait faillite, en réalité, c'est tout à fait, ça serait tout à fait logique et possible. Donc que faire? Alors je ne peux pas résumer, il faut savoir que la formation Investisseur Pro, c'est 28 formations vidéo. Donc ça doit représenter une vingtaine d'heures de contenu. Le séminaire, c'est une journée de contenu, donc c'est 6 ou 7 heures de contenu. Donc je ne peux pas résumer tous les conseils que je donne en 5 minutes de vidéo, si vous voulez. Et donc, mais le conseil que je peux donner gratuitement, et un des meilleurs conseils pour moi le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'investir sur soi-même. Donc d'investir sur son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Voilà.
Et c'est pour ça que je dis que par exemple, acheter un livre, c'est le meilleur investissement du monde. Parce que si vous achetez un livre 10 euros et qu'il vous aide à augmenter vos revenus, par exemple, je sais pas, de 100 euros par mois, vous voyez bien que l'investissement, le retour sur investissement est énorme. Voilà. Et c'est la même chose pour les formations. Donc pour ma formation, oui, elle coûte assez cher au fond. J'en ai bien conscience. Mais si les gens investissent 1500 ou 2000 euros dans ma formation, mais que chaque année, ça leur permet d'augmenter leur revenu de ne serait-ce que de 2000 euros, et ben en un an, ils ont amorti et chaque année, ils vont faire 100% de rentabilité sur leur investissement. Donc c'est pour ça que quand les gens ils trouvent que voilà, ma formation est trop chère, moi je juge pas, je connais pas les revenus des gens qui me disent ça. Mais c'est vrai que quand il y en a qui me contactent et qui me disent ouais, j'ai 50 000 euros sur une assurance vie, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais qui ne veulent pas prendre ma formation à 2 000 euros, si vous voulez, je me dis, bah, ouais, ils vont chercher des conseils gratuits sur Internet, via leur banquier. Alors j'ai une personne qui m'a contacté, handicapée, et sa banquière ou son assureur, je ne sais plus qui c'est, voilà, elle m'a dit, voilà, son assureur ou sa banquière lui a refourgué une assurance vie avec des fonds dynamiques en octobre 2019. Donc je ne sais plus combien elle a mis dessus, peut-être 30 000 euros, un truc comme ça. Donc là, elle doit être en perte de 50% quasiment, ou 40%. Donc elle a peut-être perdu 7 000 euros, un truc comme ça. Non, plus, 30%, 40% de 30 000, 12 000 euros. Elle a perdu 12 000 euros. Alors on me dirait, c'est pas vendu, c'est pas perdu, mais bon. Donc oui, les banquiers, les assureurs, ils donnent des conseils gratuits, mais ils font perdre un pognon de dingue aux gens, quoi. Donc au final, c'est qui l'idiot ou le naïf? On va l'appeler naïf, pas idiot, le naïf. C'est celui qui a acheté ma formation et qui a gagné de l'argent, voilà, qui a investi 1500 balles ou 2000 balles et qui en a gagné 10 ou 20 000. Ou est-ce que c'est la personne qui n'a pas acheté et qui a suivi les conseils de son banquier et qui vient de faire 40% de moins-value sur son assurance vie. Voilà. Donc voilà. Donc, au niveau financier, il faut se former, mais à tous les niveaux. Moi, je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais c'est à tous les niveaux qu'il faut se former, se préparer, anticiper les choses, avoir des skills, des compétences. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire la pêche sous-marine. Donc j'ai acheté l'équipement et puis ça fait longtemps que j'y pense en fait. J'avais acheté le fusil il y a plusieurs années et les palmes. Les palmes, je les avais achetées en France, je crois, il y a 2 ans. Donc j'avais le fusil, les palmes et il me manquait juste les plombs. Donc j'ai acheté les plombs là en fait juste avant que les magasins ne ferment ici. Et donc pourquoi j'avais fait ça? Parce que on préparait d'abord parce que bon ça me plaisait quelque part chasser des poissons, ça me plaît, l'idée me plaît, je trouve ça amusant. Mais en plus c'est utile, c'est-à-dire que si là tous les magasins sont en train de fermer et donc je ne sais même pas si on va pouvoir avoir du poisson frais sur le marché. Donc si je veux du poisson frais, soit j'en achète aux gens là, aux Philippins qui sont encore capables de pêcher, voilà. Soit moi-même j'essaye d'en attraper. Donc pour l'instant je viens de m'y mettre. Donc je peux vous dire que j'attrape rien. C'est extrêmement difficile comme histoire. Les poissons ils sont rapides, ils m'ont pas attendu. Et donc je ne sais pas quand est-ce que je vais rattraper mon premier poisson, mais ça va prendre du temps. Voilà, ça c'est ce que je sais. Donc en plus avoir du souffle et tout c'est pas évident. Donc là c'est merci YouTube. J'ai regardé des vidéos comment améliorer son souffle en apnée. Mais tout ça, ça prend du temps. Et là, c'est la même chose. Moi, j'ai acheté une propriété, donc à la fois ici aux Philippines et à Bali. Et mon
mon critère principal, c'était d'avoir du terrain pour pouvoir planter des arbres et des arbres fruitiers. Voilà. Donc ça aussi, c'est en prévision de ce qui va se passer, à mon avis, dans le monde. Si jamais il y a tout qui s'arrête, si vous voulez, tout le système fait faillite et qu'on ne peut plus bouffer, bah moi, au moins, j'aurai des fruits. Voilà. Donc si j'ai des fruits et que j'arrive à attraper du poisson, je pense que j'arriverai à peu près à survivre. Sauf que les arbres fruitiers, ça met 7 ans en moyenne. Parce que moi, je ne les achète pas. En fait, quand je bouffe un fruit, je plante la graine et puis j'attends que ça pousse. Mais le problème, c'est que ça met 7 ans en moyenne. La plupart des arbres fruitiers, ils mettent 7 ans à produire du fruit. Donc, il faut y réfléchir avant, si vous voulez. Il ne faut pas réfléchir au moment où la catastrophe arrive. Voilà, donc je vais commencer à marcher, puis voilà, en tout cas, on est à la fin de... Donc voilà, si je devais donner un conseil également donc, aux gens qui n'ont pas d'argent ou très peu, pour le coup, c'est vraiment... il y a deux options. Soit vous décidez de rester en France. Si vous décidez de rester en France, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter un terrain. Un terrain, il n'y a pas besoin d'être super grand. Simplement pour commencer à planter des arbres dessus. Et le jour où il y a tout qui pète, et où on bascule dans un état totalitaire, vous voyez bien en ce moment, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, bah, il vaut mieux être dans un endroit avec un jardin, si vous voulez, que dans un appartement coincé en ville. Déjà, l'air est meilleur dans un jardin. Je vérifie que j'ai rien oublié. Voilà. Donc l'air est meilleur dans un jardin. Et au moins, vous pouvez faire du jardinage, planter des trucs, bouffer des fruits, bouffer des légumes et survivre. Donc voilà, mon conseil, c'est si vous décidez de rester en France, c'est d'anticiper tout ce que je vous ai dit, le scénario que je vous ai dit, et de commencer à vous préparer au moins, si ce n'est un effondrement du système, au moins un état totalitaire qui vous confine parce qu'il y a un méchant virus qui traîne dans l'air. Voilà. Et au pire, si je me trompe complètement, bah, vous aurez un terrain, vous ferez plaisir. Moi, je trouve ça très agréable. J'adore planter des graines. Donc à chaque fois que je bouffe, je mets les graines de côté, et puis après je les plante, et ça me fait kiffer. Voilà. Donc j'adore ça. Et ça, je sais pas, je pense que ça va être ancestral. C'est un plaisir ancestral, et puis de planter quelque chose et de regarder pousser. Voilà. Alors que du Nutella, vous pouvez le planter autant de fois que vous voulez, il ne va pas repousser. Voilà, donc ça c'est la beauté de la vie. Et, voilà. Ah, je vous fais profiter un peu du sunset. Alors à Boracay, on a des couchers de soleil absolument extraordinaires. Et je vais vous faire profiter du sunset plutôt que de voir ma tronche. Je vous fais un petit zoom. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'absurdité du confinement, c'est que si vous voulez, prendre le soleil, prendre l'air, c'est bon pour la santé. C'est quand même mieux que d'être confiné dans un appartement. Donc c'est complètement absurde d'obliger les gens à rester confinés. Vous voyez bien qu'on peut sortir et éviter de se mettre à moins d'un mètre d'autres gens qui nous postillonneraient à la gueule. Voilà. Donc voilà, si vous décidez de rentrer en France, vous achetez un terrain et vous plantez dessus et voilà. Il y a des chaînes, il y a une chaîne que je recommande où le mec il s'appelle Ma Ferme Autonome. Je trouve que ce qu'il fait est vachement intéressant. Il a acheté un terrain pour, je sais pas, 10 000 balles, un truc comme ça. Et puis dessus, donc il a, je sais pas, il y avait une sorte de grange ou de ferme abandonnée, et puis qu'il a plus ou moins retapé pour que ce soit vivable. Donc évidemment c'est très dur hein, ce qu'il fait. Moi j'ai pas envie de le faire. Je préfère le confort. Mais
Voilà, je remonte ma tête. Mais voilà, donc acheter un terrain et se mettre, passer des week-ends à se mettre en mode survie sur le terrain, à planter des choses et à expérimenter et donc à acquérir des compétences qui seront peut-être utiles un jour. Et voilà, donc si on est dans un état totalitaire et que le gouvernement vous dit restez chez vous, au moins vous serez dans un endroit agréable où vous pourrez avoir de l'air et vous pourrez jardiner et vivre comme nos ancêtres finalement. Après, si vous pouvez également décider de partir, donc d'aller dans d'autres pays, là-dessus, il n'y a pas de règles spécifiques, chacun a ses critères. Voilà, moi je peux partager les miens. Moi, mon critère numéro 1, c'est la qualité de vie. J'aime bien être dans des endroits agréables qui m'inspirent, qui sont plutôt tranquilles, un peu à l'écart. Et voilà, donc j'ai choisi il y a quelques années les Philippines, donc l'île de Boracay, là où je suis en ce moment. Mais voilà, c'est une île qui fait 10 km, pardon, qui fait 10 km de long et 1 km de large. Et au bout de 6 ans, j'avais vraiment fait le tour de tout. Et j'ai décidé de bouger à Bali et je regrette absolument pas. Mais j'ai toujours pensé voilà, que les Philippines c'était un bon endroit pour survivre. Parce que les gens sont habitués à la survie ici et donc sont capables de vivre avec rien, de tout réparer avec rien. Et vous voyez que là, bah, le soir, ils vont pêcher et puis ils ramènent du poisson. L'autre pays que j'aime bien, effectivement, c'est Bali. Alors Bali, c'est beaucoup plus grand comme île, hein. C'est une île assez grande qui doit faire, je crois, un tiers de la Corse, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 4 millions d'habitants et puis je ne sais pas, plusieurs millions de touristes par an qui viennent, donc c'est beaucoup plus busy, comme on va dire. Mais moi j'habite un peu à l'écart en fait, à l'intérieur des terres. Et donc j'habite au bord d'une rivière, au milieu de la forêt en fait. Et du coup c'est très agréable. Et donc je vais en ville que quand j'ai envie d'aller dans un resto ou de sortir. Voilà. Bon ben voilà, le coucher de soleil est terminé, mais les couleurs restent assez fantastiques. Donc après tout dépend de vos priorités. Il y en a pour qui la priorité ça va être plutôt le côté financier, fiscal. Voilà, et puis si par exemple si c'est la santé, bah, si on regarde comment a été géré le coronavirus, à mon avis, vaut mieux aller en Corée du Sud aujourd'hui, puisque je sais pas, il y a eu moins de 1000 morts, il me semble, pour le virus, alors qu'ils sont quand même pas loin de la Chine. Hein. Bon, alors c'est vrai qu'ils n'ont qu'une frontière avec la Corée du Nord, donc on peut considérer que c'est une île. Mais ils ont géré ça comme des chefs apparemment, et donc bah, en termes de santé aujourd'hui, le constat est malheureusement sans appel. Il vaut mieux être en Corée du Sud qu'en France, puisqu'en Corée ils n'ont pas du tout fermé les commerces, les magasins, etc. Hein. La vie a continué en fait, simplement ils ont dépisté les gens et quand ils étaient testés positifs, bah, ils étaient soignés. Voilà. C'est comme ça que qu'un système de santé efficace devrait fonctionner. C'est quand les gens sont malades, bah, on les soigne et puis on évite effectivement qu'ils contaminent les autres. Voilà, donc ça me paraît pas si compliqué que ça. Et pour un État français qui ponctionne 50%, plus de 50% du PIB en impôts, ne pas être foutu de fournir ni des tests fiables, ni des masques, ni des médocs, alors qu'ils ont toute la connaissance et qu'ils ont investi 70 millions d'euros dans l'IHU de Marseille avec peut-être le meilleur spécialiste des maladies infectieuses. Il y a quand même un petit problème là en France, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et donc la solution qui est de confiner tout le monde, d'une part c'est pas du tout efficace, puisque de toute manière les virus se transmettent.
Et d'autre part, c'est en train de tuer l'économie française, avec des répercussions qui vont être, cette fois-ci, économiques et financières, et qui vont être graves. Et surtout, c'est en train de préparer ce que je prévois. C'est-à-dire que, si vous voulez, avec un déficit du PIB qui va plonger, donc, et l'endettement de la France exploser, et des faillites, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens et d'entreprises qui vont faire faillite également, ce qui va mettre encore plus mal les banques françaises. Donc on est en train de préparer en fait ce que je prévois, c'est-à-dire l'effondrement total du système en France. Voilà, donc petite vidéo un peu longue, j'imagine, je n'ai pas regardé combien de temps, voilà, plutôt en forme de vlog. Donc là je vais remonter chez moi tranquillement. Et puis je vous souhaite en tout cas bon courage à tous. Pour ceux qui voient cette vidéo au moment de sa parution, il y a encore temps de s'inscrire à la formation Investisseur Pro. Après ça sera fermé, les inscriptions sont fermées. Vous pouvez, je vous invite également, avant que ma chaîne YouTube se fasse censurer et fermer, télécharger tous mes rapports gratuits sur investisseurpro.com. Je mets à disposition un certain nombre de rapports pour éviter que les gens se fassent avoir, notamment pour que les gens comprennent le système dans lequel nous vivons et puissent prendre de meilleures décisions. Pour ceux qui ont besoin de conseils personnalisés, vous pouvez commander un entretien patrimonial avec moi. Et pour ceux qui veulent continuer à s'informer et à avoir du contenu, parce que je peux vous dire que là, je vous dis, je partage avec vous 20% de ce que je sais, parce que sinon, déjà, avec le peu que je dis, d'une part, je me fais insulter par ceux qui ne sont pas d'accord, et puis d'autre part, je pense qu'à un moment donné, YouTube, si ma chaîne devient trop populaire, ils vont me striker, hein, c'est sûr. C'est comme ça que ça marche. Et donc pendant les webinaires, je me lâche, je dis vraiment ce que je pense cette fois-ci. Je me censure pas, ou très peu. Et donc si vous voulez échanger avec d'autres personnes qui pensent un peu différemment et qui analysent la situation de manière un peu différente, vous pouvez nous rejoindre sur ces webinaires qui sont évidemment payants. Voilà. Donc, alors, encore une dernière réflexion. Faut comprendre que mon métier est très difficile à partir du moment où on le fait de manière honnête. C'est-à-dire que moi, les gens, ce qu'ils me demandent, c'est de prévoir l'avenir. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils me disent dans quoi on investit, comment on gère notre patrimoine à l'instant T. Et en gros, derrière, la réalité, c'est qu'ils me demandent de prévoir ce qui va se passer dans les 5 ans, 10 ans à venir, ou même dans l'année à venir, souvent. Et donc, si vous me suivez, je suis quelqu'un de réfléchi, et quand je dis quelque chose, c'est que j'y ai réfléchi quand même avant. Et je trouve ça extrêmement difficile en réalité, et extrêmement stressant, si tu veux. C'est-à-dire que quand quelqu'un est millionnaire et qui me demande des conseils, bon, je trouve ça plus facile si vous voulez, parce que en général déjà le mec il comprend qu'il y a des risques dans tout, qu'on ne peut pas prévoir l'avenir avec certitude, et que voilà, il faut quand même prendre des décisions, sinon on se fait avoir. Mais voilà, donc le gars, il est quand même en général conscient, et il est surtout dans la capacité d'encaisser les risques. Mais quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai 10 000 euros, est-ce que ça vaut le coup que je prenne ta formation à 2 000 euros ou même 1 500 euros? Là, si vous voulez, ça me pose un problème éthique, parce que donc il y a une personne qui m'a dit ça récemment, et en plus elle me dit je viens d'être licencié, donc je suis au chômage. Je lui dis pas la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Donc moi je lui ai dit est-ce que déjà tes assurances, l'assurance chômage couvre tes dépenses ou pas? Voilà, ça c'est la première question que je lui ai posée. Et je lui ai dit, si ça couvre tes dépenses, bon, tu peux acheter ma formation. Mais par contre, si ça couvre pas tes dépenses, garde tes sous
garde tes sous pour couvrir tes dépenses. Donc je sais pas ce qu'elle a fait, mais voilà, c'est les gens en fait qui n'ont pas d'argent et qui me demandent des conseils. C'est une responsabilité très lourde à porter, dans la mesure où moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner un bon conseil. C'est pas de faire comme la banquière et de refourguer des produits à la con. C'est vraiment de donner un conseil qui permette à la personne d'améliorer sa vie, si vous voulez. Et le problème, c'est qu'on me demande de prévoir en gros la météo à 10 ans, quoi. Donc c'est ça qui est difficile dans ce métier-là, de faire du conseil financier. C'est quand même plus facile de faire du conseil sur le développement personnel ou des trucs comme ça. Parce que la finance, ça pardonne pas, si vous voulez. Une personne qui prend une mauvaise décision, on voit, hein, comme l'handicapé là, qui s'est fait refourguer une assurance vie et qui vient de perdre 40% du peu de capital qu'elle a et dont elle a besoin, c'est dramatique, si vous voulez. Et moi, ça c'est le genre de truc qui me stresse beaucoup en réalité. Et c'est pour ça que c'est très difficile de former les gens, de donner des conseils financiers, parce que l'impact derrière est très important et peut être dramatique dans certains cas. Donc moi je rigole pas avec ça. Je préfère refuser un client si j'estime que sa situation ne se prête pas à acheter mes conseils. Ça m'évite de stresser. Et ça me permet de bien dormir la nuit, si vous voulez. Voilà, donc, mais pour autant, le problème, le pendant, c'est que la personne qui ne fait rien, qui met son argent dans sa banque, dans son livret A, ou qui ouvre une assurance vie au pire moment, elle se fait déglinguer par le système et elle se retrouve dans la mouise. Donc c'est pas simple, c'est pas facile comme métier. Et être capable d'anticiper l'avenir avec un bon taux de réussite, ça demande beaucoup de travail. Il y a une parabole qui dit, je sais plus, c'est sur un chantier, ils font appel à un spécialiste qui vient réparer une machine, et puis le spécialiste il donne 2 coups de marteau sur un tube et hop, la machine se répare. Et là le mec lui dit mais on vous paye très cher pour 2 coups de marteau. Et le mec il répond non, c'est pas les 2 coups de marteau que vous payez très cher, c'est tout le savoir que j'ai accumulé pour être capable de donner les bons coups de marteau au bon endroit au bon moment. La finance c'est pareil, c'est pas tant les conseils que je donne, c'est simplement le fait que c'est tout le travail derrière que j'ai réalisé pour pouvoir être en mesure de donner ces conseils. Et ça, c'est du travail qui me pèse, si vous voulez. Pour les gens qui me disent, je sais plus ce qu'ils me disent, mais vous voyez, j'ai le choix en fait, soit de travailler, de m'enfermer dans un bureau, enfin chez moi, de faire des vidéos YouTube, de répondre à tous les mails qu'on m'envoie et de donner des conseils. Soit je prends mes palmes et mon tuba et puis je vais chasser le poisson dans une eau turquoise, si vous voulez. C'est ça le choix du temps. Et pour être honnête, je préfère m'amuser et, et aller chasser du poisson que de répondre à des mails et donner des conseils financiers. Donc je me suis toujours demandé mais pourquoi je faisais des conseils financiers. La réponse c'est que le truc il est en train de cracher et que du coup il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de donner les conseils que je donne, d'analyser les situations, d'être capable de faire des prédictions qui sont relevées quand même justes et utiles. En fait j'en connais très peu dans le monde et encore moins en France. Donc je le fais, et je le fais jusqu'au crash, puisque une fois que le système aura craché et qu'on sera dans un état totalitaire, mon métier n'aura plus aucun sens. Et donc je pourrais passer mes journées à planter des graines et à aller chasser du poisson. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et
Pour ceux qui peuvent, je vous invite évidemment à soit acheter mes formations, soit vous abonner à mes webinaires ou acheter mon séminaire. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, à se préparer à ce que j'anticipe au cas où. Pareil, regardez bien la vidéo, faut-il sortir l'argent de sa banque? C'est au cas où ça se passe, il vaut mieux être préparé. Et puis si ça ne se passe pas, il n'y a pas de conséquences négatives, donc c'est pas grave. Voilà, donc bon courage à tout le monde, et puis à une prochaine vidéo. Merci.